Alors ce Bartsung, qu'est-ce que j'en pense? Alors ce Bartsung, je vais vous dire d'abord ce que j'ai aimé et ensuite je ferai des petites critiques dessus. Qu'est-ce que j'ai aimé? Le matériel. Déjà le matériel est de bonne qualité, franchement les cartes sont sympas, c'est lisible. En tout cas le matériel est de bonne qualité, les figurines sont de bonne qualité. On se trouve avec des figurines qui ont quand même pas mal de détails, qui sont sympas à peindre en plus. Mais je trouvais ça très agréable, donc j'ai pas encore tout peint évidemment. Et les petits trucs magiques, là, les portails magiques. Il y a assez de dés, il y a beaucoup de dés. Moi j'ai un set de dés en plus, je pense que c'était stretch goal ou truc comme ça, mais il y a beaucoup de dés déjà dans la boîte, des dés noirs classiques, mais il y en a suffisamment pour jouer. Les trucs de rangement, il faut avoir joué pour savoir comment on va le ranger dans la boîte. Tout tient dans la boîte, il n'y a pas de souci. Alors moi je fais toujours comme je fais souvent, c'est que j'ai quand même fait mon... En plus ça tient dans la boîte et que j'ai mon grand plateau avec plein de pions dessus. Je trouvais que c'était plus pratique. Mais malgré tout, ça je le mets sur un côté parce que j'ai pas... En fait il y a plein de pions. C'est tous les pions d'augmentation, en fait vous avez beaucoup de pions qui ne servent pas à grand chose. Ça c'est les pions d'augmentation de vos personnages. Donc on les utilise que quand on monte de niveau, donc on n'a pas besoin de les avoir tout le temps à côté de nous. Ce qu'on va avoir souvent besoin, c'est peut-être les trucs de terrain. Et encore, cela non plus, c'est des effets comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses à côté de soi. Et puis j'ai gardé des inserts comme ça pour mettre les pièces, parce que ça pour le coup, on les gagne au fur et à mesure. Les blessures qui sont aussi des compteurs de temps pour certains effets. Et puis là c'est les dead end, donc les voies sans issue. Les tuiles sont plutôt jolies. La séparation de zone, j'aime bien que ce soit pas un quadrillage comme on fait souvent. La règle en forme de tuto. Donc la règle, donc je vous le mets en point positif. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous le remettre en point négatif. Mais la règle est en fait un tuto. C'est-à-dire qu'en fait, on commence la règle. Elle est très bien faite. Hein. Il y a la liste des composants, on vous dit les monstres à quoi ils correspondent. Tous les composants, ça c'est plutôt cool, j'aime bien. On commence, le board, il nous explique tout ça. Et on fait un tuto de combat. On nous explique les héros, les fiches de personnages, tout est bien fait, vraiment comme si on vous prenait par la main en même temps que vous allez jouer. On joue le tour, machin, on vous dit que vous avez besoin que de certaines choses, à savoir les ennemis, hop, on nous dit terminez le tutoriel de combat, c'est bon, et après on a un tutoriel qui nous explique l'exploration. Donc ce que moi je vous ai expliqué, grosso modo, et vous voyez qu'effectivement on alterne de l'exploration, du combat, et on fait un peu les deux presque en même temps. Et enfin... et donc ça fait comme ça. Et ensuite on vous dit préparez-vous pour la campagne, on va pouvoir commencer la campagne avec ce que vous savez. On complète avec des informations supplémentaires, dont des règles en plus, mais qu'on n'a pas vu en jeu finalement, dans le tuto. Les trésors, les règles avancées d'exploration, la phase de fin qu'on jouait pas en fait dans le tuto, on n'a joué pas du tout, on n'avait pas d'événement. Et puis la phase de maintenance qui se déroule en fait entre deux rencontres, donc effectivement dans le tuto on n'avait pas besoin. Et ensuite vous avez le résumé. Donc c'est très bien, et les rencontres de boss. Donc c'est très bien parce que finalement, vous prenez vraiment le livre de règles, vous installez le matériel, vous jouez en même temps que vous apprenez les règles. Donc c'est assez cool. Je pense que l'idée est bien trouvée pour le jeu en lui-même. Je ne pense pas que ça puisse s'appliquer à tous les jeux, parce que malgré tout, le jeu est relativement simple dans ses principes et ses mécaniques. Il n'y a pas tant de choses à se rappeler que ça. Et malgré tout ça, moi je me suis dit, c'est un peu embêtant, parce que c'est le seul livre de règles qu'il y a, donc il n'y a pas de livre de référence. Ça veut dire qu'une fois que vous savez jouer, si vous voulez retrouver un point de règle, il va falloir fouiller dans le tuto à quel endroit il a été marqué. Et parfois, ça peut être à 2 ou 3 endroits différents, parce que dans le tuto, c'était pas arrivé au même moment. Donc je pestais un petit peu là-dessus au départ, mais finalement, étant donné qu'on revient pas beaucoup dans le livre de règles, effectivement, si j'y retourne, je vais jamais voir le côté tuto, je vais voir que les règles de fin, parce que c'est peut-être là que je vais me poser quelques questions. Alors soit parce qu'elles n'étaient pas dans le tuto et que ça n'a pas été naturel au départ, soit parce qu'ils ont préféré les mettre en fin, et qu'effectivement, ça n'avait pas sa place dans le tuto. Donc je dirais qu'il est... au final, je le trouve bien. Et c'est bien qu'ils aient fait un tuto. Je trouve que c'était pratique pour se mettre en jambes. Après, je sais pas si je reprends le jeu plus tard, est-ce que je vais pas devoir me recoller à faire le tuto pour me rappeler des règles? Je ne sais pas. Je pense que ça aurait été utile d'avoir un rappel, d'avoir une fiche à part de rappel, des fiches pour les symboles aussi, histoire de les avoir uniquement elles, ou même sous forme de carte, pour pouvoir le gérer. Mais en l'état, c'est plutôt bien trouvé. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la simplicité du jeu. Vous voyez que quand je le fais, j'ai mes deux actions. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que le tour de jeu, il est intuitif. On a notre phase d'action. Donc quand il n'y a que des héros, avec les héros qui jouent. Quand il y a des monstres, on fait les cartes de gauche à droite et on fait agir chaque personnage. Très cool. Donc avec forcément des effets qui peuvent jouer sur la lenteur des personnages et ainsi de suite. On a des effets sur les capacités des personnages qui permettent de
changer quelque chose une fois qu'on vient de refaire l'ordre du tour. Donc ça, c'est impeccable. Alors c'est un ordre aléatoire, ça veut dire que potentiellement vous avez un héros rapide, bah, il sera rapide un tour et plus lent à l'autre tour. Ça marchait bien dans Aeon's End, je trouve que ça marche bien aussi là. Peu importe, ça nous fait une petite contrainte d'ordre du tour plutôt que de savoir qu'on va avoir un ordre figé tout le temps, et qu'au bout d'un moment, les monstres, on sait qui est-ce qui va taper avant et autres. Là, ça nous fait un petit côté surprenant. C'est super fluide. Et pour moi, c'est aussi fluide que de me faire une partie d'HeroQuest. Il y a plus de choses qui se déroulent, donc ça sera plus long potentiellement, mais c'est pas plus... je ne pose pas plus de questions que dans HeroQuest. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est un peu plus profond quand même qu'HeroQuest, notamment sur les personnages, et puis sur les mécaniques de jeu un petit peu, mais qui reste simple et qui reste super agréable et super fluide. Et ça, c'est vraiment très agréable. Je parle de ratio, en fait, profondeur et simplicité. C'est-à-dire que la profondeur d'HeroQuest correspond bien à sa simplicité d'utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas très profond non plus, et il est très simple. Et bah là, on se retrouve sur quelque chose qui a une certaine simplicité, qui correspond à sa profondeur. Et je trouve que c'est vraiment très bien. C'est-à-dire que c'est pas le jeu qui est trop simple, c'est pas le jeu qui est trop compliqué, je trouve qu'il fait un juste milieu entre les deux. Même perdre, je me dis, oh merde, j'ai perdu encore ma rencontre. Bon, ok, allez, je me remets, c'est pas trop compliqué à refaire, à défaire les choses, à refaire les decks. La mise en place est super rapide. Je vous dis, vous avez les 2 decks de salle, les 2 decks d'aspect, les cartes trésors, c'est le chapitre qui vous dit tout ce qu'on doit mettre en place. Et une fois que vous avez préparé votre chapitre, bah, chaque rencontre, vous avez très peu de choses à mettre en place. Il y a très peu de choses qui reviennent, qui sont à repréparer. Donc ça aussi, ça gagne beaucoup sur le plaisir, parce que plus on met quelque chose rapidement en place, ou plus on va le défaire rapidement, et ben plus c'est sympa. Parce qu'on se replonge directement dans le jeu. Le système de jeu en lui-même, j'aime bien. Le coup du D20. Alors le D20 qui au début, bah, forcément, est plus aléatoire parce qu'on le contrôle moins. Les modificateurs qu'on peut avoir sur les cartes. J'aime bien le coup des dégâts aussi, qui va nous dire est-ce que j'ai fait un coup critique ou pas. Il y a certaines attaques, j'ai les attaques de mon voleur, là, de Night Feather, du corbeau. Lui, par exemple, ce sont des dégâts avec l'épée empoisonnée, c'est que s'il fait un critique. Alors par contre, si jamais je l'augmente, c'est-à-dire que je dépense 2 points d'expérience et je le passe en niveau 2, cette fois-ci, je pourrais aussi mettre un poison quand je fais une touche normale, et une blessure plus un poison quand je fais un critique. Mais parfois, ça nécessitera de faire un critique, donc c'est pas toujours le cas, il faut trouver des moyens. Par exemple, lui, j'ai une gemme que j'ai réussi à récupérer sur des trésors, qui me permet de faire une relance de mon premier jet de dégâts sur un tour. Donc quand on dit 2 tours, c'est une phase d'initiative. C'est-à-dire si je fais 2 attaques, je pourrais relancer qu'une seule fois mon dé de dégâts, par exemple. Mais j'ai trouvé ça, le système, très intéressant. Parce qu'il est simple, et il a juste ce qu'il faut, avec l'avantage des avantages, par exemple, qui permet de faire varier les monstres d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on a d'un côté du spectre, si le monstre il est sensible aux armes physiques et insensible à la magie, par exemple, il va falloir l'attaquer d'une certaine façon, avec certains personnages, avec certaines attaques. En plus, les personnages ne sont pas limités qu'à un seul type d'attaque, c'est-à-dire que mon guerrier, je pourrais très bien lui faire prendre une compétence de magie. Alors par contre, ça veut dire que ça jouera sur sa compétence de magie, là il n'a pas de bonus dessus. Il pourrait le faire augmenter aussi les caractéristiques, on peut augmenter contre un nombre de points d'expérience qui correspond au niveau qu'on veut atteindre, on peut augmenter les caractéristiques. Donc par exemple, si je veux que mon personnage guerrier il ait +1 en magie, et ben je dépense 1 point d'expérience, et il aura +1 sur la magie. Et s'il prend un sort d'un autre personnage qui a de la magie, il peut le faire, contre 4 points d'expérience, et ben il aura à sa disposition une compétence de magie. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et ça ne complexifie pas le système. Ça rentre dedans, ça rentre dans ce qui a été pensé comme façon de jouer. Et ça, je trouve ça très fort. Par exemple, la fameuse brute, là, il y avait souvent, vu que je sais qu'elle est résistante à la magie, aux dégâts physiques, je le fais attaquer par mon magicien. Mais mon magicien, selon le moment où il est dans l'initiative, et ben, ça va changer un peu les choses. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que le système a la juste complexité, en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Je répète encore, c'est mon avis, c'est la juste complexité par rapport à ce que moi j'ai envie et ce que je veux avoir dans les jeux. Quand ça devient trop compliqué, c'est sympa quand on découvre, c'est sympa quand on y joue. Quand on le remballe et quand on le ressort, il faut se remettre à nouveau à reprendre la complexité de la règle. C'est un peu l'effet Mage Knight. Le comportement des ennemis, j'aime beaucoup les cartes de comportement d'ennemis. L'aspect changement des modes de combat et autres est très sympa. Et en plus, il n'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, on va perdre un peu plus de temps sur les premiers combats et encore, pour savoir comment ça marche, pour être sûr qu'on le fait bien. Et une fois qu'on les connaît, ça va très vite et ça rend le jeu super fluide. Et on en a jusqu'à la fin du chapitre comme ça.
puisque les monstres et leur comportement, on va les avoir jusqu'à la fin du chapitre. Donc ça fait une bonne session sur laquelle on va rester sur le même type de règles pour les comportements des monstres. Et donc ça va permettre d'avoir de la variété, mais malgré tout de ne pas complexifier l'IA des monstres. Mais je trouve que c'est plutôt assez cool, sachant que les monstres ne sont pas gênés par le déplacement. C'est-à-dire que nous, quand on veut se déplacer et qu'il y a des monstres, on peut être embêté, c'est-à-dire qu'on peut ne pas quitter la case parce qu'on n'a pas réussi à faire notre jet. Par contre, eux, ils n'ont pas le souci. C'est avec potentiellement un monstre qui est ici, il pourra avoir un comportement qui fait que je tape, et ensuite je me déplace sur la case d'un héros qui n'est pas engagé, donc je pourrais aller ici. Et hop, j'irai taper. Au prochain tour, par exemple, j'irai taper. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça fout le combat contre le boss, j'avais vraiment une tuile, et le boss, il allait sur un héros, hop, il se déplaçait, il allait sur un autre héros, hop, et ainsi de suite. Et c'était assez sympa. Les cartes aspect, donc la carte aspect, c'est vraiment un gros point du jeu, puisque c'est ce qui va, en fait, vous faire de la variété dans l'exploration. Quand vous explorez un couloir, alors effectivement, c'est toujours le même couloir, 2-3 cases, 2-3 zones, ou 5 zones, toujours un point de spawn, c'est un peu toujours la même tête. Mais par contre, à chaque fois, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, si c'est du challenge, à quelle sauce vous allez être mangé par les monstres, comment ils vont être impactés. Et en plus de ça, en fonction des monstres qu'il y aura dans la salle, vous allez avoir un aspect qui va correspondre plus ou moins aux monstres, et qui va faire que la rencontre va être plus ou moins difficile, plus ou moins particulière à jouer, et ça, je trouve ça super sympa. C'est-à-dire qu'on fera je peux faire plusieurs fois la même rencontre standard, elle se passera jamais de la même façon. Et donc on démultiplie ça par le nombre de types de rencontres qu'on peut avoir, et le fait qu'on évolue dans les chapitres, donc que les salles, elles vont être différentes d'un chapitre à l'autre. Il y a certaines salles qu'on va retirer, d'autres qu'on va mettre. Pareil pour le deck d'aspect, pareil pour le deck de challenge, ils vont évoluer. Ça, on a des gros decks comme ça dans la boîte, et on va venir retirer des cartes, en rajouter, quand on va changer de chapitre. Donc il y aura certaines cartes qui vont être un peu génériques, mais d'autres cartes qui vont être dépendantes du chapitre. Le combat contre les boss, comme je vous expliquais, je l'ai trouvé super intéressant. Le fait qu'il y ait les deux cartes, comme si on avait deux ennemis, mais en fait c'est le boss, donc c'est la même figurine qui se déplace. J'ai vraiment apprécié mon premier combat de boss. Alors j'ai gagné, peut-être que ça joue, mais j'ai trouvé qu'il était ardu, qu'il était intéressant, qu'on a des surprises. Bon, moi je regarde pas les cartes avant qu'elles soient retournées ou quoi que ce soit, donc ça fait des surprises. J'ai vraiment bien aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? La customisation des personnages. Vous voyez ici, donc en fait, selon le personnage, par exemple ici j'ai ma magicienne, c'est mon personnage qui est plutôt sur la magie, qui a réussi à faire évoluer, qui a pris plus de compétences, qui a 2 compétences passives. Truc très intéressant aussi, c'est que ici j'ai une seule attaque que je peux jouer sans utiliser de token de destin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai plus de token de destin disponible, je peux faire que cette action-là, et puis un déplacement ou une exploration dans mon tour. Mais si je le rate, par exemple, je suis un peu just. Alors, il y a plein de choses, ils ont tous des effets pour remplir à nouveau les effets de token, et en plus de ça, on a les charmes, si on veut les remplir. Donc vous voyez, sur certains personnages, j'ai fait évoluer les compétences, sur d'autres, j'en ai repris, donc elles sont toutes au niveau 1. Alors lui, il en a 2 en niveau 2, je crois. J'ai le brawler, et le balance strike. Le brawler, c'est une compétence passive qui me permet, une fois par tour, d'ajouter plus 2 sur un test, sur une attaque ou une action qui nécessite soit la force, soit la condition physique. Donc ça peut être très pratique si je suis dans la salle où il y a les morceaux de mur qui tombent. Pour lui, en tout cas, ça peut être pratique. Et là, en niveau 1, je choisis avant de lancer le dé si j'utilise ou pas, parce que c'est une fois par tour, donc je pourrais l'utiliser qu'une seule fois. Et là, en niveau 2, c'est exactement la même chose, sauf que je choisis après de lancer le dé. Donc c'est plutôt cool. Donc il y a plein de trucs comme ça, et on fait vraiment évoluer ces personnages comme on a envie. On peut les multiclasser. Il y a vraiment du choix, c'est-à-dire que quand je prends un personnage, je sais pas si j'ai mes cartes, non, elles sont rangées, mais vous prenez le petit deck de cartes, et vous regardez tout ce qu'il y a, et sachant que vous pouvez prendre les compétences d'un autre type de personnage, c'est plutôt génial. C'est plutôt génial. Donc évidemment, quand on acquiert une nouvelle compétence, on l'acquiert en niveau 1. Et voilà. Et les points d'XP, on n'en a pas tant que ça, donc il faut faire un bon choix quand même, dès qu'on en a. Et sinon, on peut choisir d'augmenter les attributs. Je vous dis, si je veux passer par exemple un personnage là en niveau 3 en intellect, pour qu'elle ait un plus 3 sur ses sorts, puisque les sorts, sa caractéristique de base, c'est l'intellect, et à ce moment-là, il faudra que je dépense 3 points d'expérience, comme pour avoir une nouvelle compétence. Donc c'est un choix assez cornélien à faire. Les armes, elles vont rester identiques du début à la fin, sauf si dans le texte, on vous dit que vous faites évoluer votre arme. Alors, l'arme de base, j'entends. Sinon, vous pouvez toujours la faire évoluer en attachant des gemmes et des choses qu'on peut attacher sur les armes pour les rendre un peu plus puissantes, pour faire un effet supplémentaire. Comme j'ai fait sur
la hache ancestrale de mon guerrier, qui peut relancer son premier jet de dégâts. À noter que les compétences qui ont le dessin du personnage ne peuvent pas être achetées par quelqu'un d'autre. D'accord ? Il y a un petit dessin du personnage, ça je peux pas l'apprendre à un autre personnage. Et surtout, et l'intérêt, je vais terminer par ça, l'intérêt sur ce jeu, ce que j'aime le plus, c'est l'envie d'y rejouer. C'est-à-dire que je termine une partie, j'ai fait mon premier chapitre comme ça, c'est-à-dire que je terminais une rencontre, je dis, bon ok, s'il y a un paragraphe à lire, je vais le lire, je vais mettre en place la suivante, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà choisir quelle rencontre je vais faire, regarder ce que ça peut concerner, et puis me dire, allez, je la commence. Et puis en fait, quand je la commence, je vais jusqu'au bout, et je me couche tard, et je vais jusqu'au bout de ma rencontre. Parce que il y a deux choses. J'ai envie de faire l'exploration, recommencer. On a l'impression de toujours recommencer un nouveau donjon quand on fait l'exploration. Quand on fait une rencontre, on recommence avec sa tuile de départ. Et il y a ce plaisir de repartir sur une exploration. C'est pas comme quand on est au milieu du donjon ou vers la fin, on se dit ah non, il faut que j'arrive au bout, un truc comme ça. On a le plaisir de refaire un donjon. Et donc il arrive plutôt souvent. Et en plus de ça, on a le plaisir de se dire ah ouais, mais là, quand je vais terminer cette rencontre-là, il y a un chapitre à lire. J'ai peut-être un choix à faire aussi, ça va être peut-être sympa. Là, il y a peut-être un combat de boss, ou alors il faut que je passe par là pour l'avoir. Et ça, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment l'aspect qu'il y a dans le scénario, dans le livre des chapitres, qui fait que c'est plutôt cool. Et encore, moi, j'ai fait des trucs plutôt simples. Mais quand je vois le chapitre ici, donc l'escalier, je sais pas, on commence ici. Donc c'est-à-dire que je peux faire là, ici. Ici, il faut que je puisse trouver une clé. Par exemple, moi, dans mes équipements, j'ai une clé rouillée qui m'a permis d'ouvrir un cadenas. Dans le premier chapitre. Ici, et donc ça c'est un chapitre qui me l'a donné la clé. Donc ici, je vais avoir un type de rencontre. Est-ce que je vais après aller ici ou ici ? Si j'ai débloqué, oui, je pourrais y aller. Sinon, il faudra que je continue ici. Et ainsi de suite. Donc on va se poser des questions, où est-ce qu'on va aller ? Alors on va passer, parce que tout n'est pas rose dans le monde du jeu, on va passer à ce que j'ai pas aimé, ou ce que je trouve pas bien dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pas bien dans ce jeu ? La première chose qui est pas bien, ce sont... je parlais, le matériel est bon, mais les game trays. Donc les game trays, là. Donc ça, c'est bien, ils ont fait un truc où les pions, ils bougent pas. Alors ça nous donne que nos bonus, c'est que potentiellement, on aurait pu se dire aussi, sans avoir ça, on garde que les pions sur lesquels on a un bonus, le reste, on s'en fout finalement. Je m'en fous de savoir que j'ai pas de plus là-dessus. Ici, c'est pour mettre un jeton de condition. Pas très utile. Ici, c'est pour mettre, je sais pas, les XP, l'or, peu importe. Ici, normalement, c'est pour mettre... Alors, normalement, c'est prévu pour ça. C'est-à-dire qu'au début de la partie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre vos 4 cartes ici. Mais déjà, moi, j'en ai une 5e. Donc déjà, ça commence à poser problème. Et puis là, elle en a 5. J'ai mon voleur qui en a 6. Ça tiendrait encore moins. Donc voilà. Donc ça, c'est pas pratique. C'est une bonne idée, mais pas pratique, pas bien réalisé. Il aurait peut-être fallu avoir 2 lignes et avoir un support. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment réalisable. Bref. Ici, la carte ne tient pas. C'est-à-dire que la carte de votre personnage, elle va bouger, parce qu'il n'y a pas de petit renfort. Et alors, j'imagine ceux qui ont des cartes slivées, ça passe pas. Alors, le truc, ce qui est fait, c'est que c'est prévu pour que vous mettiez vos cartes à la fin de la partie. Vous mettez vos cartes comme ça. Alors, je ne sais pas combien on peut en mettre, par contre. Vous mettez ça, vous laissez ça comme c'est, vous remettez, si vous pouvez mettre vos armes aussi en dessous. Mais là c'est pareil, on n'est pas loin du maxi. Vous mettez ça et vous refermez, un truc en plastique pour mettre par-dessus, et comme ça vous pouvez le ranger. Ça fait votre sauvegarde. Mais voilà, est-ce qu'une pochette plastique c'est pas aussi bien, à part pour ça, parce qu'il faudrait les noter peut-être. Je sais pas. C'est pas le Game 13, je le trouve pas terrible. Et en plus de ça, pour les armes, comme on a vu, c'est que mes armes, je les ai sur le côté. Alors déjà, je peux pas vous le soulever. Comment je vais faire ? Donc il y a des petits trucs, il n'y a même pas d'encoche. C'est-à-dire que la carte, je peux pas la... J'aurais pu en ficher un petit peu, ça aurait été bien pour qu'elle bloque. Mais là, elle bloque pas. Et quand j'attache une gemme dessus, pour l'attacher, si je veux voir ce qu'il y avait sur mon arme et le truc de la gemme, il faut que je mette l'une en dessous de l'autre. Et donc ça pose problème parce que ça rentre plus à ce moment-là. Donc voilà. Donc les plateaux de joueurs sont pas bien prévus. La taille des zones. Alors, on va revenir sur les tuiles. Donc ici, j'ai une tuile où on a pas mal de zones. On a une zone ici, une zone là, une zone là, une zone là, une zone là. On a même une zone centrale. D'accord ? Il n'y a pas de limite d'ennemis dans les zones. Où est-ce que je mets les personnages qui vont venir attaquer l'araignée ? Parce que là, je suis en dehors de la zone. Alors donc là, j'ai pris la zone la plus petite, évidemment, c'est un bel exemple. Mais vous voyez que, voilà, si j'ai envie de mettre mes personnages, ils sont tous contre l'araignée.
Bah voilà, je peux pas les mettre. Donc c'est vraiment mal foutu. C'est mal foutu, et là, j'ai qu'un ennemi, là. Hein. Je pourrais très bien avoir mon araignée, 2 brutes sur le plateau, les brigands. Voilà. Je peux avoir d'autres monstres qui sont un peu grands. Les loups, qui est un monstre errant qui prend de la place aussi. Vous voyez que c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel, et franchement, c'est pas bien prévu. Alors en fait, ce qu'il faudrait... Alors c'est prévu pourquoi comme ça? La taille des tuiles, bah... Vu que l'exploration, elle est sur la longueur du plateau, donc il y a une certaine taille de tuiles à avoir, mais évidemment, par rapport aux figurines qu'on a, ça ne matche pas. À la limite, ce qu'il faudra avoir, hein, c'est pour conserver cette partie exploration, la partie distance et atteindre la sortie, ainsi de suite, c'est pouvoir avoir une tuile, ou des tuiles, en version plus grand. Et je parle vraiment de ces tuiles-là, je ne sais même pas si les autres, j'ai le problème, c'est surtout sur ces tuiles-là qu'on a le souci, avec les zones sont quand même pas super grandes. Je veux dire, voilà... Elle fait plus que la zone toute seule. Donc après, si, je peux empiler mes héros, parce qu'on considère qu'ils sont dessus, là, et ils l'attaquent. Je vois, je fais ça. Donc, en fait, ce qui est important dans le jeu, c'est de savoir, vu qu'il n'y a pas de limite, c'est de savoir le héros se trouve dans quelle zone. Normalement, quand on joue en solo, on sait. On n'a pas trop de soucis. On n'arrête pas le combat en plein milieu. On sait à peu près dans quelle zone il se trouve. Donc il n'y a pas trop de problème. Mais peut-être qu'à plusieurs, quand on discute, comme on ne sait plus trop, si on vient, on fait la pause, le break du soir pour manger, on revient, on ne sait plus trop comment c'est foutu, on croit que c'est à côté, alors que c'est la même zone, je ne sais pas. Ça peut poser problème. Il faudrait seulement que ces tuiles-là, elles soient plus grandes, avec la même disposition. Alors potentiellement, on peut contourner le problème. Je peux très bien me prendre un carton, une feuille A4, et me faire la tuile en très grand. Soit une copie, soit même que le dessin. Ce qui est important, c'est les zones. Et après, peut-être les sorties, parce que si jamais je veux déplacer mon personnage d'une tuile à une autre pour X raisons, parce que c'est possible, à voir. Mais par exemple, la tuile qui est le plus fouillis, on pourrait la remplacer par quelque chose de plus grand, soit un tableau Velleda, soit quelque chose qui est plus grand, pour faire le côté tactique. Alors on perd en côté artistique et en immersion, mais on gagne en lisibilité. Mais voilà, donc ça c'est un mauvais point du jeu, c'est vraiment cette taille de zone qui est complètement ridicule, au-delà du fait que parfois les zones, on a effectivement du mal à les voir et qu'on a besoin de la référence pour le voir. Je pense que c'est des designs... la fiche de référence, elle est venue après coup, après des tests. Ils ont dû dire que, avec des gens peut-être qui connaissaient pas le jeu, c'est difficile de se rendre compte de comment sont faites les zones. Il y a des tuiles, par exemple, les tuiles qui sont en T, elles ont que 2 zones. Hein. Elles sont pas 3 zones, elles ont 2 zones, par exemple. Donc, dire celle-là, ça c'est une tuile qui a 3 zones. Bon, on les voit bien, il y a des limites. Hein. Quand on le voit de loin, je trouve qu'on le voit encore mieux, parce qu'il y a une zone ici, une zone ici, la zone qui est ici. Mais, disais-je, celle-là, par exemple, il n'y a que 2 zones. C'est la zone ici et la zone ici. On aurait pu se dire, bah tiens, il y a 4 zones. Elles sont pas beaucoup plus petites. Elles sont même peut-être plus grandes que ce qu'il y a ici. Bah non, là, il n'y a que 2 zones sur ces trucs-là. C'est pareil ici, on a une séparation. Je les trouve bien faites, hein, moi, personnellement. Et quand on les voit de haut, on se dit, oui, effectivement, il y a 2 zones. On les distingue. Mais voilà. Donc c'est un petit problème. Moi, l'aspect zone, séparation des zones par le dessin, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. J'ai tellement pesté sur lequel, d'ailleurs, je me demande si c'est pas Chronicle of Drunagor, où j'aime pas les traits qu'il y a sur les zones, où il y a un autre dungeon crawler aussi, où j'aimais pas ce qu'ils avaient fait comme traits, c'était trop visible. On voyait trop... Oui, je crois que c'est Drunagor, je trouve qu'on voyait trop les traits. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus léger. Là, ils sont partis sur le truc inverse, que c'est de l'artistique qui fait la délimitation. J'aime beaucoup l'idée, mais par contre, les zones sont beaucoup trop petites. Alors, ce qui peut gêner aussi, ça va être la répétition des combats et du même style de jeu. Mais je dirais que... Alors, je vous dis ça parce que je l'ai lu. J'ai vu une grosse critique vraiment assez acide sur BGG, d'un mec qui a pas aimé du tout, qui a trouvé que c'était toujours la même chose, qu'on voyait toujours les mêmes types de monstres et autres. Moi, j'ai pas eu ce feeling-là. Même en faisant les mêmes rencontres comme ça, j'ai pas eu ce feeling où ça m'ennuyait, en fait. J'avais envie... J'avais un bon niveau, je roulais pas sur les monstres, et lui, il roulait sur les monstres, je ne sais pas comment, à moins de faire que des 15 et des 20 tout le temps. Je sais pas comment on peut rouler sur les monstres, parce que le hasard du dé fait quand même qu'on peut se prendre des baffes. Il suffit de vous retrouver avec 3 monstres dans la même zone, potentiellement vous prenez 3 blessures en un seul tour. Hein. Donc bon, sachant que les potions sont pas illimitées, je sais pas, je l'ai pas trouvé trop facile pour moi. Mais par contre, oui, on peut très bien se dire, bah, si j'enchaîne 5 rencontres dans mon chapitre, surtout le premier, parce que c'est c'est que des rencontres standards, mais si j'enchaîne 5 rencontres avec les mêmes monstres, donc ça veut dire 5 donjons complets, hein, c'est 5 explorations de bord à bord, mais qui vont pas avoir le même cheminement,
Est-ce qu'il y aura ça va être répétitif? Je pense que c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que si vous roulez sur le jeu, et qu'effectivement vous faites le même genre de rencontre, oui, ça va devenir chiant. Parce que vous allez avoir l'impression de dire, bon, ok, je jette les dés, c'est bon, j'ai passé, j'ai éliminé tous les monstres, j'avance. Mais à la limite, je dirais, ça va aller vite. C'est-à-dire que vous allez avancer vite dans le chapitre et dans l'histoire. Moi, j'ai pas eu ce sentiment-là pour l'instant. Au niveau des monstres non plus. Alors, j'ai peut-être pas fait le tour de toutes les cartes, mais moi, je vous dis, les cartes de comportement, les cartes qui donnent un aspect différent à la pièce où on se trouve, les challenges, bah, je trouve ça sympa. Le fait que ici, par exemple, j'ai un scénario où je dois aller chercher un passage secret, et que j'ai envie de le trouver parce que j'ai envie de partir sur un bout du scénario auquel sinon je n'accéderai pas. Ce qui ne m'empêchera pas de terminer le chapitre, mais je voudrais bien passer par ce passage secret. J'ai l'impression que c'est un raccourci et j'avais envie de le prendre. Mais peut-être que je terminerai le scénario sans le trouver. Donc voilà, il peut y avoir une forme de répétition, mais je dirais que, moi, cette forme de répétition, je l'ai eu dans Shadows of Brimstone. Ça m'est arrivé quand j'ai joué au tout début, après avoir fait 2 salles qui étaient remplies de monstres, j'avais plus envie d'y jouer, j'en avais marre de lancer les dés, quoi. Alors que là, c'est pas trop le cas. J'ai pas de temps de lancer que ça à faire. Donc, parce que je me disais en point positif, la règle en tant que tuto, ça va pas convenir à tout le monde. Mais je vous rassure, dans ce jeu-là, ça ne gêne pas. Je pense qu'il y a d'autres jeux où ce serait gênant. Dans celui-là, ça me dérange pas tant que ça, en fait. Et, autre chose sur la règle, il y a des choses qui sont pas forcément super claires. Bah, je vais revenir sur le coup du critique automatique. J'ai joué tout un chapitre, ou toute une partie de mes premières rencontres, sans savoir que, parce que c'est dans le tuto, mais que j'ai pas fait attention dans le tuto. Alors, regardez, le tuto, il est là. Donc j'ai les règles qui sont expliquées. Ici, par exemple, il y a marqué, c'est quoi une habilité, une compétence active. Ne vous inquiétez pas, le moment venu, on vous dira ce que c'est. Ok. Donc voilà, c'est un encadré comme ça. Ici, il y a un encadré comme ça pour un exemple. Ok. Donc ici, il y a un encadré. Sauf que là, l'encadré, c'est pas un exemple ou une note de joyeuseté. C'est si le héros fait un 20 sur un jet d'attaque, l'attaque inflige automatiquement un critique et pas besoin de lancer le jet de dégâts. Sauf que vous avez fait ça, vous avez fait... ok, pour faire une attaque, on fait de 1 à 7. Vous faites pas forcément gaffe à ça. Sachant que ça peut être des exemples comme ça. Vous dites, bah ok, je fais de 1 à 7, je regarde, voilà, terminé. C'est là-dedans qu'il a fallu qu'ils mettent le coup du D20, parce qu'ici, on n'y fait pas attention. Et c'est en relisant la règle, je ne sais plus pour quelle raison, que je tombais là-dessus, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de joueurs qui ne connaissaient pas cette règle non plus. On était tous passés, enfin, beaucoup de monde était passé à côté. Donc ça, c'est un petit défaut de cette règle-là. L'autre gros point important qui a posé beaucoup de questions sur le forum du groupe Bartsung, qui est presque un point central du jeu et qui était mal expliqué. Ce qui est quand même assez fort, parce que c'est vraiment le point central. Je pense que c'est le premier truc qui a dû germer dans l'esprit pour dire quand ils ont défini leur façon de faire l'exploration. Et je m'en vais vous l'expliquer. Ils ont ce qu'on appelle les boundaries, donc les extérieurs du plateau. C'est quoi l'extérieur du plateau? Donc là, on est sur le playmat, mais le plateau, c'est exactement le plateau. Alors le boundary, c'est ça, là. C'est la ligne la plus à l'extérieur. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est la ligne la plus à l'extérieur qui est ici, là. D'accord? Donc celle qui fait l'angle vraiment extérieur. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous voyez qu'on a plein de traits. Et dans la règle, on nous parle d'un trait. Et on dit, bah, si jamais ça franchit et qu'il n'y a pas de... Bah, on n'a pas le droit, on met une voie sans issue. Mais si jamais c'est le côté qu'on doit passer pour terminer l'exploration, à ce moment-là, on place la tuile et on met l'escalier, on pourra sortir par là. Et on pourra plus faire d'exploration à partir de cette tuile. Sauf que dans le tuto. Alors donc ça veut dire qu'ici, devant aussi, on se place... Normalement, quand je vais placer ma porte, je vais la placer... Donc sur l'extérieur, je vais la placer ici. Que je dis pas de bêtises, sur ce trait-là. Alors vous voyez qu'en plus, il est mal défini, c'est-à-dire qu'il n'est pas très net, parce que ça fait un peu style carte ou truc en cuir, mais c'est pas super précis. Donc bon, faire varier de ça, c'est pas très grave, d'accord? Si on a 2-3 mm, c'est pas très grave. Par contre, dans le tuto, ils nous font commencer sur cette ligne-là. Et c'est par là qu'on apprend. Ce qui fait qu'après, moi, quand je commençais mes rencontres, je dis, bah, la tuile, je la mettais tout le temps ici. Et du coup, je me suis dit, bah, la ligne qui est sur le côté, c'est celle-là. C'est celle-là qu'on ne doit pas dépasser, que ce soit sur ce côté-là ou au bout. Et en fait, non, c'était cette ligne-là. Et là, par contre, ça peut vous faire un changement. Moi, j'ai dû mettre des sorties, des voies sans issue, parce que sinon, ma tuile, elle touchait ce truc-là, mais elle n'allait pas forcément jusqu'ici. Et en fait, la tuile, ici, bah, le bord, c'est celui-là. C'est le bord complet du plateau de jeu, là, en fait. C'est celle-là. C'est pas ce trait-là, c'est pas ce trait-là, c'est celui-là.
Et pareil, au fond, c'est vraiment la délimitation qui fait l'angle. Et ben ça, c'est très mal expliqué dans la règle. Et pourtant, c'est un point central du jeu, parce que c'est ce qui vous fait terminer, c'est le but de l'exploration quand même. Donc voilà. Et même pendant un moment, on s'est tous dit que, je crois que sur des discussions de forum, on était tous sûrs que c'était ces lignes-là, les lignes intérieures. Parce que dans le tuto, on commençait sur la ligne intérieure, on dit, bah c'est celle-là alors. Et en fait, il y a un mec qui a posté pour dire, ah, il y a eu beaucoup de questions, et en fait, il a remis un dessin en faisant 3 lignes de couleur en disant, voilà, c'est celle-là. Pourquoi ils l'ont pas fait dans la règle? Pourquoi ils n'ont pas fait ce truc-là dans la règle en précisant ce que c'était? C'est hallucinant d'avoir fait un espace de jeu aussi peu précis, alors que c'était un point important du jeu. Ou encore, pourquoi pas avoir mis une photo avec les 3 lignes justement en désignant, bah voilà, ces dessins-là, c'est que de l'artistique, donc ce cadre-là, ce truc-là, c'est de l'artistique, ok. Mais en fait, le truc de jeu, c'est autre chose, quoi. Ils auraient pu faire une ligne différente, je sais pas. C'est vraiment, vraiment étrange. Ça donne l'impression d'avoir un côté artistique qui est venu effacer le côté game design, en fait. Et pour terminer, bah, c'est la résolution, ouais, je termine sur ça, mais la résolution du plateau de jeu, elle est un peu moche. C'est un peu vraiment moche. C'est un truc, une image de cuir zoomée très très laide, hein, si on se rapproche, c'est vraiment très très laid. Bah, ça dérange pas, hein, quand on joue, on s'en fout un peu. On aurait pu faire un style parchemin, ça aurait été cool aussi. Bon là, ils ont choisi ce côté un peu plus sombre, c'est bien. Mais voilà, il est un peu moche le plateau quand même. Et pas très utile. Ah si, bah, je vais revenir sur le fait qu'il soit inutile. Ça, c'est un token de réputation. Pour l'instant, j'y ai pas touché. Hein. C'est-à-dire que le token, il commence ici, dans la partie blanche. Et après, là, on perd en réputation. Et là, on gagne en réputation. Pour l'instant, il n'a pas bougé. Mais ce piste-là, qui est large comme ça, ne sert qu'à ça. À ce pion-là. Je pense qu'il y avait un choix différent à faire. Ensuite, en bas, on a, bah, je vous ai fait voir tout à l'heure, on a la piste d'initiative. Donc, à la limite, pourquoi pas, il faut une place pour mettre les cartes en ligne. Au fond, c'est là où on met normalement les tokens que je sais voir, que j'ai regroupé moi en bas à gauche, parce que c'est plus simple que d'aller piocher au fond du plateau. Et on a encore une bande épaisse comme ça pour mettre des tokens. Sachant que de toute façon, ils sont limités en nombre. Donc là, c'est les tokens de fête, et puis les 4 groupes de 3 tokens. Et là-bas, après, on a la partie pour mettre l'or. Donc ça, je le fais, par contre, ça permet de différencier l'or que j'ai stocké dans une rencontre et l'or en cours. Mais je pourrais avoir ça à un autre endroit. Ça veut dire qu'en fait, ça va faire un plateau de jeu qui était comme ça, qui allait juste ici, que cette partie-là qui était plus petit et qui aurait été aussi bien. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu gâcher de l'espace pour rien et faire un plateau grand pour pas grand-chose. Il aurait mieux valu se concentrer sur un truc plus joli, plus qualitatif pour le plateau central. Donc après, rien ne nous empêche de faire éventuellement prendre des dimensions et de se refaire un tapis de jeu à la bonne dimension. Pourquoi pas, hein, ça peut être marrant aussi. Sachant que vraiment les extérieurs ne servent à rien. L'ordre du tour, on peut le faire n'importe où, n'importe comment, c'est pas très grave du moment qu'on connaît l'ordre. C'est pas très important que ce soit sur le plateau de jeu. Et le tapis de jeu là qu'on a ici, en plus c'est le playmat, mais c'est exactement le plateau de jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas un plateau de jeu qui est plus petit et moins pratique, hein, c'est que c'est la même chose. Le playmat et le plateau de jeu, c'est la même chose. Donc il n'y a pas trop d'explications. Voilà, donc en conclusion, ce Bartsung, je pense que vous l'avez deviné par rapport à entre mes points positifs et négatifs, c'est que franchement, pour moi, c'est une bonne découverte. C'est un jeu que j'avais pas kickstarté au départ, que j'ai pris en Let's Pledge, et je regrette pas. Je m'en suis pas lassé. Je vais peut-être changer de jeu parce que depuis que je l'ai reçu, je n'arrête pas d'y jouer. Donc peut-être faire une pause, je vais essayer de terminer mon chapitre dans lequel j'ai un peu de mal, là, je dois vous l'avouer. Mais vraiment, c'est un jeu que j'ai plaisir à jouer, et même quand je perds, c'est vraiment assez cool d'avoir un dungeon crawler qui soit sur ce niveau-là. Dungeon Crusade était pas mal, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long pour faire un donjon. Là, potentiellement, vous pouvez faire 2 rencontres, ou une rencontre d'ailleurs. Vous terminez le donjon, vous rangez, vous pouvez le ressortir le lendemain ou le week-end d'après. Ça sera aussi fluide, ça sera aussi rapide. Et vous avez votre petit donjon que vous faites. Ok, et vous avez fait une partie qui va pas durer non plus, je pense qu'en 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, je pense. Peut-être que c'est plus long, il faudra que je regarde, j'ai pas chronométré, mais vous faites votre session de donjon. Et vous êtes content de l'avoir fait, vous pouvez très bien ranger, et puis vous dire, bah ok, je progresserai la prochaine fois dans la rencontre suivante, et ainsi de suite. Ou enchaîner des rencontres, si vous avez plus de temps. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal, c'est un bon truc. À noter que dans les extensions, donc il y a l'extension Fable. Alors l'extension Fable, elle ajoute à la campagne globale des monstres errants. Donc on vous indique dans le livret des Fables à quelle rencontre, enfin quel chapitre vous ajoutez le monstre errant. Elle ajoute des rencontres narratives. Alors, j'ai pas encore regardé comment ça, à quel moment. Si, je crois que ça vous indique pour tel chapitre,
quand vous allez faire telle rencontre ou tel paragraphe, vous faites ça à la place. Vous faites une rencontre narrative qui est un donjon narratif, en fait. Vous allez placer le donjon, il y a des cartes de narration dans le donjon, et on pourra y jouer. Il y a des monstres en plus, je crois, et en fait, il y a surtout, dans Fable, vous avez des scénarios indépendants qui sont créés par des auteurs partenaires, et dans lequel, par contre, là, vous avez des one-shot dungeons, et que j'ai pas encore essayé. Donc, je peux pas vous dire la qualité qu'ils peuvent avoir, mais qui reprennent le même principe. Vous allez pouvoir faire augmenter votre personnage tout au long. Ça va être chaque aventure, ça va être un chapitre, en fait. Mais un chapitre indépendant. Et donc, vous allez faire évoluer votre groupe de personnages à travers ces chapitres, à travers ces rencontres, sur un seul chapitre. Bard-Sung, écoutez, si l'anglais ne vous dérange pas, et le texte, il n'y a pas trop de texte, il n'est pas compliqué. Enfin, moi, je le trouve vraiment pas compliqué. Passer les premières heures, où, comme dans tout jeu de ce type-là, on se pose quelques questions, et je trouve qu'ici, on n'a pas tant que ça. C'est franchement un dungeon crawler agréable, que j'ai plaisir à jouer, je pense que j'aurai plaisir à sortir. Je me pose du coup la question de peut-être en dégager pas mal de ma collection des dungeon crawlers. Le risque, c'est toujours aussi, est-ce qu'à un moment, si on en a qu'un, est-ce qu'on va pas s'en lasser? Donc, mais c'est vrai je trouve il coche beaucoup de cases par rapport à mes attentes sur un dungeon crawler. Il n'y a pas des masses de loot, et je me suis rendu compte que ça me dérangeait pas plus que ça. Franchement, moi, ce qui m'intéresse dans le jeu là, c'est ce côté exploration. Il faut aller dans des endroits qu'on connaît pas dans le donjon pour peut-être trouver un trésor ou un passage secret. C'est gagner de l'expérience à la fin du chapitre parce que je vais pouvoir augmenter mes personnages et j'ai plein de choix possibles. C'est gagner de l'or. Je vais taper les monstres pour gagner de l'or parce que j'ai plus beaucoup de fioles, plus beaucoup de feux de camp ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qui fait avancer dans la partie. Plus découvrir l'histoire, en fait. Plus découvrir l'histoire, les combats de boss, quel sera le prochain boss que je vais combattre à la fin du chapitre. Voilà, ça fait avancer, sans que ce soit quelque chose que je vois en me disant j'atteindrai jamais ce truc-là, je vais jamais terminer la campagne. J'imagine bien pouvoir la terminer, cette campagne, en fait. J'imagine bien pouvoir progresser au moins assez longtemps dans cette campagne. Alors, je vous ferai sûrement un retour si j'arrive assez loin dans la campagne. Un jour, je ferai peut-être un retour pour dire que devient Bard-Sung, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas été déçu. J'ai pas trop d'attentes en même temps, mais j'ai pas été déçu. Agréablement surpris par le système de jeu et la facilité avec laquelle on le prend en main et avec lequel en fait on le retient, tout simplement. Et vous savez que j'ai quand même beaucoup de jeux. J'ai beaucoup de jeux en tête, beaucoup de jeux que j'oublie aussi parce que quand on n'y joue plus, on les oublie facilement. Il y en a tellement de nouveaux qui reviennent. Je dis pas ça sur tous les jeux et celui-là, franchement, est plutôt cool pour ça. Pour un dungeon crawler en plus. Donc on est sur le dungeon crawler où je pense que même Dungeon Crusade, il est pas aussi simple. Hein, parce qu'il a plein de petites règles en plus. Ça veut pas dire qu'il est moins bien, il est différent, il est plus long aussi. C'est-à-dire que quand on commence le donjon, on sait qu'on en a pour des jours à le terminer. Peut-être pas avec les nouvelles règles, on peut changer ça, mais là ici, franchement, je trouve qu'il a le format sympa où on a une campagne, on a un format de rencontre et de donjon qui est court, ou du moins qui est pas trop long et qui peut être raccourci si on veut, parce qu'on peut rusher sur le bout, on peut essayer de rusher. Alors après, dans l'exploration, vous allez tomber parfois sur des cartes, voie sans issue, vous êtes pas loin, hein, vous êtes pas loin de repartir en arrière en fait. Donc là, vous avez les passages secrets que vous allez pouvoir prendre pour retrouver une bonne route, mais voilà. Donc très bon format, très bon jeu, Bard-Sung de Steamforge Game. Ciao, ciao, à la prochaine.